L'Enhanced Battle Rifle. Une tentative de ressusciter un vestige. Tout commence par une demande des Navy SEALs. Ils veulent une M14, mais compacte. Le contraste est brutal. Un châssis en aluminium aéronautique brillant enveloppe un mécanisme de 1957. À l'extérieur, des rails de montage et une crosse télescopique. À l'intérieur, un vieux verrou d'acier noirci et une mécanique archaïque. Le canon standard de 22 pouces disparaît. Les ingénieurs installent un tube de 18 pouces doublé de chrome. La silhouette change. L'arme de parade devient un outil tactique pour Delta Force. Pourquoi ce retour en arrière? Parce qu'un gouffre séparait le simple fusilier du tireur d'élite. La M14 devait boucher ce trou. Mais le maquillage coûte cher. Sous l'aluminium, la technologie accuse 60 ans de retard. 61 ans d'exploitation pour une plateforme dépassée. De 1957 à 2018, des unités spéciales ont porté ce poids jusqu'au bout, faute de mieux. Aujourd'hui, l'aluminium a disparu. La M14 a retrouvé son bois et son acier d'origine. Elle ne sert plus qu'aux cérémonies et aux gardes d'honneur. L'armée a officiellement retiré les derniers exemplaires du service actif en 2018. Le retour de la M14 n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de survie dans les montagnes. Jusqu'au début des années 2000, cette arme restait un souvenir du passé, un vestige. Mais la réalité du terrain en Irak et en Afghanistan a tout changé. Un soldat est accroupi derrière un rocher dans l'Hindoukouche. Il regarde la crête d'en face à 600 mètres. Il épaule sa carabine M4. Il presse la détente. Le projectile de 5 mm 56 perd son énergie bien avant la cible. Le bruit de la détonation s'étouffe dans l'immensité. Un écho sec. Puis, le silence. L'ennemi est hors de portée. Pourquoi l'armée la plus riche du monde a-t-elle rouvert ses dépôts de pièces de musée? La réponse tient en une impasse balistique. La M4 sature à 400 mètres. En montagne, les accrochages commencent souvent à 600. L'armée a donc vidé ses stocks. Elle a ressorti des milliers de M14 poussiéreuses. Le scénario du Vietnam s'est inversé. Là où la jungle imposait le tir réflexe à courte distance, le désert et les cimes exigeaient de la puissance. On ne donnait pas ces fusils à n'importe qui. Les commandants choisissaient les meilleurs tireurs de chaque section. Ce n'étaient pas des tireurs d'élite. Ils ne restaient pas cachés pendant des jours, ils marchaient avec le groupe. On les a nommés les Designated Marksmen. Leur mission, combler le vide entre le simple fusilier et le sniper professionnel. Pour cela, il fallait une mécanique semi-automatique capable de frapper avec précision entre 300 et 600 mètres. Les guerres modernes ont ainsi officialisé le rôle du tireur de précision. Mais avant d'atteindre les montagnes afghanes, ce nouveau rôle est né dans l'enfer vert du Vietnam. 1967. L'armée américaine retire le fusil M14 de la ligne de front. Sa carrière comme arme standard s'arrête brutalement après seulement 10 ans de service. C'est l'échec le plus rapide de l'histoire du Pentagone. Trop longue, trop lourde, inadaptée au combat rapproché. Pourtant, la jungle impose sa loi. Les snipers vietnamiens frappent vite, ils disparaissent. Les pertes américaines explosent. L'état-major cherche une riposte, mais les arsenaux sont vides. Il faut une arme de précision, tout de suite. Les ingénieurs se tournent alors vers les rebuts de l'infanterie. Ils sélectionnent les modèles National Match, des M14 assemblés pour la compétition. Le bois verni, trop fragile sous l'humidité, disparaît. Les techniciens installent des fûts en fibre de verre vert-olive. Ils ajoutent un rail. Ils fixent une lunette Redfield à grossissement variable. L'arme change de nom. Elle devient la XM21. Le tireur ajuste sa parallaxe. Le réticule Redfield se superpose à la cible. Le coup part. Le mécanisme semi-automatique permet de doubler le tir instantanément. Ce qui était un défaut pour un simple soldat devient un avantage tactique pour un expert. La XM21 s'impose comme le pilier du tir de précision. Elle restera l'arme principale des snipers de l'US Army jusqu'en 1988. 20 ans de service pour une solution de fortune. Les ateliers de l'armée ont ainsi transformé 1435 fusils obsolètes en instruments de mort chirurgicaux. Les tireurs d'élite l'ont choisi pour sa précision. Mais dans l'enfer vert, le simple fantassin s'y accrochait pour une raison brutale, rester en vie. 1968. La jungle est un mur végétal. Un soldat s'embusque, sa nouvelle M16 s'enraye. Il la jette dans la boue. Il saisit sa vieille M14. Il presse la détente.
La balle de 7,62 NATO frappe un tronc d'arbre. Un choc sourd. Le bois éclate. Le projectile traverse l'obstacle et neutralise la cible. La puissance de pénétration dictait la loi. Le petit calibre 5,56 de la M16 déviait au moindre contact avec une feuille. Le 7,62 doublait l'énergie à l'impact. C'était la différence entre un tir perdu et un tir mortel. Pourquoi les soldats refusaient-ils de rendre leurs vieux fusils? La réponse tenait en un mot: confiance. Les premières M16 arrivaient sans kit de nettoyage. L'état-major affirmait qu'elles s'auto-nettoyaient, un mensonge criminel. La poudre de propulsion, modifiée pour réduire les coûts, encrassait les mécanismes. Les hommes mouraient avec une arme bloquée entre les mains. La M14, elle, fonctionnait. Toujours. Lourde, longue, archaïque, mais fiable. Certaines unités ont conservé leur stock jusqu'en 1968, ignorant les ordres de transition. Pourtant, l'ingénierie avait ses limites. Les défauts de la M16 étaient techniques, on pouvait les corriger. Le modèle M16A1 standardisait ces améliorations. Mais les tares de la M14 étaient structurels. On ne répare pas un poids excessif ou un recul incontrôlable sans changer de fusil. Le Pentagone a tranché par un décret définitif. La M16 a officiellement remplacé la M14 sur tout le théâtre d'opération. L'acier américain a rencontré la jungle vietnamienne en 1965. Le choc fut physique. La M14 avait été forgée pour les plaines d'Europe et des tirs à 450 mètres. Un conflit théorique contre l'Union soviétique. La réalité? Des lianes, de la boue et une visibilité tombant à 20 mètres. Le fusil mesurait 112 cm, une erreur tactique. Dans la végétation dense, l'arme se coinçait partout. Elle devenait un boulet. Mais le vrai problème était biologique. Le bois du fût absorbait l'humidité tropicale. Il gonflait, il se déformait. La précision s'effondrait sous l'effet des fibres saturées d'eau. Le bois devenait visqueux au toucher. Il refusait de s'emboîter dans le boîtier de culasse. Un soldat démontait son arme pour la nettoyer. Il ne pouvait plus la remonter. Le bois dilaté bloquait les goupilles. Le fusil restait en pièces jusqu'au séchage complet. La physique battait l'ingénierie. Un fusil de précision devenait un bâton inutile dans la main d'un fantassin. L'armée a fini par tester des crosses en fibre de verre synthétique. Trop tard. Les unités recevaient déjà l'ordre de rendre leur équipement obsolète. L'état-major a finalement validé l'adoption de crosses en polymère pour stopper la déformation thermique. Même si le bois de la crosse résistait à l'humidité, les vertèbres des soldats cédaient. La physique ne négocie pas. Chaque gramme en surplus devient une blessure après 10 km de marche. Combien pèse la supériorité de feu? La réponse se mesure en kilos sur les épaules. Le calcul commence par une balle. Une seule cartouche de 7,62 autant pèse 25 grammes. C'est le double du poids d'une munition de 5,56. Le plomb et le laiton s'accumulent. La charge standard au Vietnam est de 200 coups. Pour les missions longues, ce chiffre grimpe. Regardez ces pactages. Un fusilier armé d'un M14 transporte 11 chargeurs de 20 coups. Total, 220 cartouches. Poids, 8 kg environ. À côté, le soldat équipé d'un M16 porte la même puissance de feu. Son sac ne pèse que 3,5 kg. Les sangles de la chemise de combat sciont les épaules. La sueur brûle les coupures. 5 kg de différence. C'est le poids de 3 jours de ration de survie. C'est la différence entre un homme qui court et un homme qui s'effondre. Même le soldat d'en face voyage plus léger. Avec ses 7 chargeurs de 30 coups, le porteur d'AK-47 transporte 6 kg de munitions. Le G1 avec son M14 est le plus lent de la jungle. Il porte le fardeau d'une doctrine dépassée. Le poids de son équipement est presque 2,5 fois supérieur à celui de son camarade au M16. Pour le même effort physique, le fantassin avec un fusil moderne emporte 500 cartouches. La puissance brute n'achète pas la victoire si elle est incontrôlable. Un soldat avec le M14 porte 210 cartouches réparties en 7 chargeurs. Poids total, 13 livres. Son homologue équipé d'un M16 porte la même puissance de feu pour moitié moins de poids. À charge égale, soit 22 livres de munitions, l'utilisateur d'AR-15 emporte 3 fois plus de balles que celui du M14. Sur le papier, la cadence théorique est identique, 700 coups par minute. La réalité du terrain impose une autre physique. Le tireur presse la détente, premier coup au centre, deuxième coup trop haut.
Au troisième, le canon pointe vers les nuages. L'impulsion de recul du 7,62 Autan dépasse de 2,5 fois celle de l'AK-47. Le fusil automatique devient une pièce d'artillerie anti-aérienne improvisée. Le rythme de la rafale est taché, violent, imprévisible. Le contrôle devient un mythe. Dans la jungle, cette impuissance tactique condamne l'arme. L'état-major finit par souder le sélecteur de tir. Le mode automatique disparaît officiellement de la plupart des exemplaires. Le poids excessif se justifie par la puissance, mais le M14 ne la délivrait pas. Seul le mode semi-automatique survit. Les généraux savaient tout avant le premier mort. Les problèmes de poids et l'impossibilité de contrôler le tir automatique n'étaient pas des surprises du terrain. C'étaient des données chiffrées. 1961. L'armée organise des tests de précision. Un écran divisé. À gauche, la cible de l'AR-15. Les impacts sont groupés au centre. À droite, le M14. Les balles s'éparpillent. Les statistiques tombent. 43% des tireurs à l'AR-15 atteignent le niveau expert, contre seulement 22% pour le M14. Comment l'armée a-t-elle réagi face à la preuve technique de l'échec? Elle a rejeté les faits pour sauver les apparences. Reconnaître la supériorité de l'AR-15 revenait à admettre une erreur stratégique monumentale devant tous les alliés de l'OTAN. Pourtant, la réalité du terrain est brutale. Une escouade de 5 hommes avec des AR-15 possède la même puissance de feu qu'un groupe de 11 hommes équipés de M14. Le calcul est simple. Pour le même poids, un soldat porte 650 munitions contre 220. 3 fois plus de chances de survie. 1000 fusils AR-15 arrivent au Sud-Vietnam pour des tests réels. Le rapport est sans appel. 80 000 coups tirés, 0 pièces cassées. Sur 1000 fusils, seules 2 pièces ont dû être remplacées. Les rapports militaires se couvrent de tampons rouges et de chiffres accablants. L'arnaque éclate au grand jour. Les tests précédents entre le M14 et l'AR-15 étaient truqués. Négligence criminelle ou corruption, les preuves s'accumulent sur les bureaux de Washington. L'armée a menti pour protéger son vieux fusil en bois. Le 23 janvier 1963, la machine s'arrête net. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, intervient personnellement dans le processus. 1 300 000 fusils. Un stock colossal, une erreur industrielle sans précédent. Le verdict tombe bien avant l'escalade au Vietnam. Les preuves s'accumulent. Le système s'effondre de l'intérieur. Le 23 janvier 1963, Robert McNamara tranche. Le secrétaire à la Défense ordonne l'arrêt immédiat de la production. Le silence s'installe dans les usines. Les convoyeurs s'immobilisent. Les ouvriers déposent leurs outils. Le ronronnement des machines laisse place à un vide métallique. 6 ans de fabrication, pour rien. Ce chiffre est un choc. 1 300 000 unités. C'est assez pour équiper chaque soldat américain de l'époque. 1,5 fois. Pourtant, l'arme est déjà condamnée. Elle meurt officiellement 2 ans avant l'envoi des troupes de choc à Da Nang. Comment l'état-major a-t-il pu ignorer l'évidence? L'AR-15, rebaptisé M16, entre en production en mars 1964. Trop tard, le sort est jeté. Les entrepôts débordent de M14. La logistique l'emporte sur la tactique. Les caisses en bois s'empilent sur les quais de chargement. Des milliers de fusils attendent leur départ vers le Pacifique. L'armée envoie au combat une arme qu'elle vient de renier. La M14 part à la guerre avec un certificat de décès en poche. Même l'arrêt de la production ne pouvait corriger l'erreur fondamentale logée dans la cartouche. Le recul de la 7,62 Autan brisait toute précision. Pour sauver le concept, l'état-major tente une mutation technique. Il crée la M14A1. Un armurier installe une crosse à poignée pistolet. Il fixe une poignée avant pliable et un bipied. Il visse un frein de bouche massif. La silhouette change. Le poids grimpe à 14,5 livres une fois chargé. C'est presque le poids d'un fusil mitrailleur BAR, mais sans sa stabilité. Le résultat est un échec physique. En mode automatique, l'arme bondit. Le canon chauffe en quelques secondes. Le chargeur de 20 coups se vide dans le vide. Maintenir un tir de barrage est impossible. L'accessoire ne peut pas vaincre la balistique. L'ingénierie capitule. L'armée choisit alors la solution la plus radicale, la castration mécanique. Un technicien pose un verrou de sélecteur sur le boîtier de culasse. Le soldat presse le levier. Un clic métallique sec l'arrête. Le passage en automatique est physiquement bloqué. 90% des fusils subissent cette modification. Le commandement veut stopper le gaspillage de munitions.
Les soldats ne touchaient rien. Le rêve du fusil universel s'effondre. Trop puissante pour remplacer un pistolet mitrailleur, trop instable pour servir de mitrailleuse légère. La M14 n'était qu'un Garand amélioré avec un chargeur amovible. 2500 foot-pounds, c'est l'énergie libérée à chaque tir par la cartouche de 7,62 autant. Une puissance brute. Pour le soldat, ce n'est pas une statistique, c'est un choc physique. L'armée voulait remplacer le pistolet mitrailleur et le fusil mitrailleur BAR par une arme unique. La physique a dit non. Le 7,62 génère 2 fois plus d'énergie qu'une munition d'AK-47. Le canon explose vers le haut dès la première rafale. Le soldat presse la détente. Premier coup dans l'épaule, deuxième coup dans les nuages. Le canon saute. Le bois de la crosse tape contre l'os. Le rythme est saccadé, violent, impossible à maîtriser. Les rapports du front sont unanimes. Après 3 balles, la M14 se transforme en canon antiaérien. Elle ne vise plus l'ennemi, elle vise le ciel. Le design trahit l'utilisateur. Aucun poids à l'avant pour compenser le recul. La crosse en bois, copiée sur le vieux Garand, n'offre aucune prise solide. Contrairement à l'AK-47 et sa poignée pistolet, la M14 glisse. L'arme devient un levier qui brise la ligne de mire. Ce n'était pas un défaut de fabrication, c'était une erreur de calcul fondamentale. L'état-major a tenté de corriger l'impossible en développant la version M14A1. Alors que les troupes luttaient avec le recul brutal de l'arme, les généraux affrontaient un autre chaos. Les usines étaient incapables de produire le fusil. L'adoption date de 1957. Pourtant, en juin 1960, le bilan est dérisoire. Moins de 10 000 fusils livrés en 3 ans. C'est moins que la production d'une seule journée en 1944. Le Pentagone avait promis une transition indolore. L'argument choc, utiliser l'outillage existant du M1 Garand pour réduire les coûts. Un mensonge technique. En réalité, les lignes de production étaient incompatibles. Les ingénieurs ont dû tout raser. Les vieux outils rouillaient dans les cours arrière pendant que de nouvelles machines brillaient d'huile dans des hangars vides. Les fabricants s'épuisaient à configurer des chaînes entières à partir de zéro. Le retard est devenu systémique. La 101e division aéroportée ne reçoit ses exemplaires complets qu'à la fin de 1961. Sur le terrain, l'enthousiasme chute. Le chargeur amovible de 20 cartouches surpasse le clip du Garand. La précision est chirurgicale, mais le poids casse les hommes. 10 livres une fois chargé. 44 pouces de long. Un encombrement absurde pour les véhicules et les carlingues d'avion. L'arme pesait 4,5 kg pour une longueur totale de 112 cm. L'argument des machines-outils du Garand était un mensonge pur et simple. En 1957, la décision tombe. Le duel final oppose la Springfield T-44 américaine à la belge FNFAL. Pourquoi choisir la T-44 ? Un seul argument pèse, la rentabilité industrielle. Les experts affirment que les lignes de production du M1 Garand sont compatibles. C'est faux. Les usines ne peuvent pas adapter l'ancien matériel. Elles doivent tout raser. Installer de nouvelles chaînes coûte des millions. Mais le dossier de sélection ignore la réalité technique. La FNFAL équipait déjà 90 pays, un succès mondial. La commission écarte pourtant le fusil belge. 2 armes sur la table. Un tampon « Approved » s'écrase sur le document de la T-44. Dans un coffre, les rapports techniques contraires sont classés sans suite. La politique a gagné. La T-44 devient officiellement le M14. C'est un héritier direct du Garand. Même système à emprunt de gaz, même culasse rotative. Le chargeur amovible contient désormais 20 cartouches. Le sélecteur permet le tir automatique à 700 coups par minute. Le poids total avec un chargeur plein atteint 5 kg. L'armée américaine valide l'adoption en 1957. Alors que la mise en production de la M14 piétine, son assassin est déjà dans les couloirs des centres d'essai. En 1957, l'état-major fait une victoire technique qui appartient déjà au passé. Springfield savoure. Mais ailleurs, un homme brise les dogmes. Le général Willard Wyman ignore les certitudes de l'Army Ordnance. Il exige l'impossible, un fusil de 2,5 kg. Chargé. L'arme doit tirer une munition de petit calibre, le point 223. C'est un retour brutal au concept de cartouche intermédiaire. Les Allemands l'avaient avec le STG-44. Les Soviétiques l'ont avec l'AK-47. Les Américains, eux, l'avaient officiellement rejeté. Eugene Stoner, ingénieur chez Armalite, saisit l'opportunité. Il reprend son AR-10.
l'arme qui venait de perdre face à la M14 et réduit l'échelle. En 1958, l'AR-15 voit le jour. Le contraste est physique. D'un côté, le noyer sombre et l'acier lourd de la M14. De l'autre, le plastique noir et l'aluminium aéronautique de Stoner. Sur la balance, le verdict tombe. Un soldat équipé de l'AR-15 peut transporter 2,5 fois plus de munitions qu'avec une M14 pour le même poids total. L'avenir du fusil M14 ne se jouait pas dans les ateliers, mais dans les laboratoires de balistique. Eugene Stoner ne pouvait pas imposer sa vision en 1957. Les diplomates avaient déjà scellé le sort du calibre bien avant lui. Tout commence au Frankfurt Arsenal. Les ingénieurs y développent la cartouche T65. L'idée est simple, raccourcir la 306 standard. Ils utilisent l'étui de la 300 Savage comme base. Ils y injectent la nouvelle poudre sphérique All-in. Le résultat technique est là, un boîtier plus court, mais une puissance identique à l'ancienne munition de la Seconde Guerre mondiale. Au même moment, l'OTAN voit le jour. Les Alliés cherchent une standardisation totale. Ils ne volent pas du même fusil, mais ils exigent la même balle. La tension monte avec le bloc de l'Est. En cas de conflit avec l'Union soviétique, la logistique doit être unique. Londres propose alors une alternative, la 280 British. Une munition intermédiaire. Elle offre un contrôle parfait et une portée efficace. Les Britanniques ont compris les leçons des Allemands et des Soviétiques. La 280 réduit le recul de 40% par rapport au projet américain. La délégation américaine refuse tout compromis. Elle exige la pleine puissance. Le choc d'un étui de 308 frappe la table des négociations. Washington exerce une pression politique brutale sur ses alliés. Londres cède. La cartouche T65 devient officiellement la 7,62 par 51 OTAN. Désormais, le cadre est rigide. Toute future arme adoptée par les États-Unis doit impérativement chambrer cette munition de forte puissance. 1945. La guerre s'arrête. L'armée américaine peut enfin souffler, analyser les rapports, tirer les leçons du sang versé. Qu'ont fait les Américains de toute l'expérience accumulée sur le terrain? Rien, ils l'ont ignoré. L'Ordnance Department reste figé. Pour ces généraux, la tactique de combat n'a pas bougé d'un pouce depuis la Grande Guerre. Ils balaient les preuves en faveur des munitions intermédiaires. Le dogme reste le même, une cartouche de pleine puissance pour toucher une cible à 800 mètres. C'est une distance théorique, regardez à travers l'œilleton. À 800 mètres, le grain d'orge de la mire est plus large que l'ennemi. La cible disparaît sous le métal. Toucher relève du miracle, pas du tir. Pourtant, les rapports de Corée confirmeront bientôt l'absurdité de cette vision. La majorité des engagements se joue à moins de 300 mètres. L'état-major s'en moque. Le tir automatique doit rester une exception, une solution d'urgence. La précision semi-automatique à longue distance demeure la loi. Ce conservatisme paralyse l'innovation. Le syndrome du vainqueur frappe les bureaux de conception de Springfield. Pourquoi changer une formule qui a gagné à Berlin et Tokyo? Dès 1944, les parachutistes réclament pourtant une arme différente. Ils veulent la légèreté de la carabine M1, mais avec la force d'impact du Garand. Un sélecteur de tir est exigé. L'armée répond par un compromis technique. Les ingénieurs reprennent la carcasse du Garand. Ils y greffent un chargeur de 20 coups emprunté au fusil mitrailleur BAR. Le mécanisme est modifié pour le tir en rafale. Ce bricolage porte un nom, le T-20, une version automatique d'une arme conçue dans les années 30. L'Ordnance Department lance la fabrication du prototype T-20. Alors que les généraux américains s'obstinent sur le tir à 800 mètres, leurs ennemis règlent les problèmes du terrain. Les Allemands identifient la faille les premiers. La munition standard du Mauser est trop longue, trop lourde, inadaptée au combat moderne. Ils créent le 7,92 mm Kurz, en allemand « court ». Le projectile conserve son diamètre, mais l'étui rétrécit. Le résultat est massif. À côté d'une cartouche américaine, la Kurz paraît trapue, presque gonflée. C'est la naissance du premier calibre intermédiaire efficace. Autour de cette balle, ils bâtissent une arme nouvelle. Le Sturmgewehr 44, premier véritable fusil d'assaut de l'histoire. Un soldat allemand épaule son STG-44. Il presse la détente. L'arme ne s'envole pas. Le recul est gérable. La cadence est infernale. Mais l'innovation arrive trop tard. 13 ans avant l'adoption de la M14 par les États-Unis, l'Allemagne a déjà validé le concept. Berlin tombe, mais l'idée survit.
À l'Est, les ingénieurs soviétiques ne perdent pas une seconde. Un constructeur démonte un trophée de guerre. Il analyse le mécanisme. Il mesure chaque millimètre de la munition Kurz. Les soviétiques comprennent la leçon. La puissance brute est une illusion. La priorité est au volume de feu et à la légèreté du pactage. Ils dessinent leur propre réponse. Le 7,62 par 39 mm. Un dessin technique épuré, un étui court, une ogive profilée. C'est l'acte de naissance de l'AK-47. Les faits sont là, sur le papier et sur le champ de tir. Les Russes ont prouvé que la portée maximale ne sert à rien si le soldat ne peut pas contrôler son arme. Le Pentagone reçoit les rapports. Les experts analysent les prises de guerre. Les preuves s'accumulent sur les bureaux de l'Ordnance Department. Aucune réaction. Les statistiques allemandes sont formelles. Les rapports de combat de la Wehrmacht brisent le mythe de la précision à longue distance. 9 engagements sur 10 se décident sous la barre des 300 mètres. À cette portée, la puissance du Mauser de 7,92 mm devient absurde. Même constat pour le 30-06 américain. Ces munitions percent un casque à 800 mètres. Mais en combat urbain ou en forêt, cette force est une erreur de calcul. 300 mètres, c'est la distance de mort réelle. Le soldat manipule un verrou lourd. Un clic métallique résonne dans le silence d'une rue dévastée. Le temps de recharger, l'ennemi a déjà bondi. Le potentiel de l'arme est gâché. Pour encaisser le recul de ces cartouches massives, le fusil doit être long, épais, pesant. Le poids dicte la loi du terrain. Une cartouche plus grosse signifie un sac plus lourd. En conséquence, le fantassin emporte moins de munitions. Le choix de la puissance brute réduit mathématiquement le volume de feu disponible. Un soldat américain part au combat avec seulement 80 cartouches. La statistique allemande sur le combat à courte portée ne pesait rien face à la réalité du terrain. Le chaos logistique de 1945 terrifiait le Pentagone. Avec quoi la catastrophe de la M14 a-t-elle commencé? Avec 3 calibres différents dans un même fossé. L'escouade américaine de la fin du conflit est un désastre d'approvisionnement. Le fusil M1 Garand, le fusil automatique BAR et la mitrailleuse M1919 saturent le front en 30-06. Mais les systèmes diffèrent. Clips en bloc, chargeurs, bandes de munitions. Les soldats manipulent 3 types d'alimentation pour un seul calibre. Le ravitailleur arrive sous le feu. Il apporte des caisses de 30 carbines pour les carabines M1 et M2, puis des caisses de 45 ACP pour les pistolets mitrailleurs Thompson et M3 Grisgun. La boue recouvre 3 types de boîtes différentes. Une unité allemande équipée de STG-44 ne demande qu'une seule munition. Une unité américaine en exige 4. Chaque arme impose sa propre chaîne, ses propres pièces de rechange, son propre entraînement spécifique. Sur le champ de bataille, les hommes hurlent pour des munitions incompatibles. Les munitions de 45 ACP sont inutiles pour le tireur au BAR. L'intendance s'effondre sous la gestion des stocks. La logistique a gagné sur le bon sens. 4 types de munitions pour un seul peloton en première ligne.